Azul était persuadé qu'il n'en reviendrait pas vivant, que son chemin s'arrêterait sous les bombes, dans les décombres de Marawi. La nuit, j'entends des bruits, je fais des cauchemars. J'imagine que quelqu'un vient se venger et m'assassine. Ma conscience m'empêche de dormir à cause de ce que j'ai fait ici. Cet ancien commandant de l'État islamique a combattu l'armée philippine dans ces rues. Daesh avait choisi Marawi pour y implanter son futur califat en Asie. C'est la première fois depuis la fin de la guerre il y a 2 ans qu'Azul revient sur le terrain. Mes combattants étaient postés dans ces bâtiments. J'avais 3 ou 4 hommes armés dans chacune de ces maisons, des guetteurs. Dans cette rue, il fallait courir vite pour éviter les snipers. L'armée était en face et leurs snipers étaient sur les toits, juste là. Dans cette mosquée, on fabriquait des explosifs. Ça, c'est le chemin qui mène au sous-sol de la mosquée. C'est là qu'on gardait les otages. Et cette voiture, on l'utilisait pour transporter les munitions pour les combattants, un peu partout dans la ville. Daesh lui avait promis un salaire et une vie prospère pour sa famille. Après 6 semaines de combat et pas le moindre peso versé, il a fini par se rendre. L'armée lui a offert 430 € pour qu'il renonce au djihad. Aujourd'hui, il est libre. C'est un repenti. Je regrette ce que j'ai fait. Il ne faut surtout pas croire l'État islamique. Ils vous promettent une vie meilleure, mais au bout du chemin, il n'y a que la mort. Mai 2017. L'État islamique, qui perd du terrain en Irak et en Syrie, cherche à s'implanter en Asie. Sur l'île de Mindanao, des séparatistes musulmans qui luttent depuis des décennies pour obtenir l'autonomie de leur région s'allient à une faction d'Abu Sayyaf et prête allégeance à Daesh. Lourdement armés, grâce aux rançons versées depuis des années en échange de leurs otages, ils s'emparent de Marawi, la plus grande ville musulmane du pays. Les militaires philippins, peu aguerris aux combats urbains, mettront 5 mois à reprendre la ville. Dans cette bataille, d'une violence inouïe, 1000 djihadistes, 47 civils et 168 militaires seront tués. Un tiers de la ville est réduit en cendres. Depuis la fin du conflit, il y a 2 ans, la vie a repris son cours dans la partie non détruite de Marawi. Mais les 200 000 habitants craignent le retour des djihadistes et les risques d'attentats persistent. Ce qui devait être la future capitale du califat en Asie n'est plus qu'une succession de checkpoints sans fin. Tes papiers. Ils sont chez moi. Prends tes papiers avec toi la prochaine fois. Le gouvernement a déployé 2000 militaires et 3000 policiers dans la région pour accentuer la pression sur les djihadistes qui n'ont pas encore rendu les armes. Les forces de l'ordre les traquent sans relâche depuis 2 ans. Ceux qui choisissent de se rendre passent par le quartier général des forces armées, le camp militaire de Ranao. Ces 3 anciens djihadistes se sont rendus il y a 1 mois. Ils renseignaient l'État islamique sur les positions de l'armée pendant la bataille de Marawi. Vous faisiez quoi avant de rejoindre Daesh? J'étais agriculteur.
Moi aussi, j'étais paysan à Manille. Et vos familles, elles en pensent quoi? Elles seront fâchées. Elles sont très en colère. Elles ne comprennent pas. Notre vie n'est plus la même. Moi, mes proches me considèrent comme la peste. Quand tu es chez l'État islamique, ta propre famille a peur de toi. Vous avez encore des camarades qui se cachent dans les environs de Marawi? Qui ne se sont pas rendus? Non, T'es sûr? je ne sais pas. Vous savez ce qui va leur arriver si on les attrape, non? Nous avons 1600 repentis. Ce sont des anciens djihadistes qui ont combattu à Marawi. Certains étaient des sympathisants. Quand ils arrivent, ils passent par un processus d'interrogatoire. Les forces armées essayent de déterminer leur niveau d'implication pendant la guerre ou dans des actes de terrorisme. Ceux qui sont sous le coup d'un mandat d'arrêt pour meurtre, viol ou assassinat sont à Manille. Ils sont en prison. Ceux qui n'ont pas de casier judiciaire sont livrés aux autorités locales, au maire ou au gouverneur. La plupart d'entre eux ont déjà été renvoyés chez eux. À Marawi, le taux de chômage avoisine les 30% et la moitié de la population vit avec moins de 1 euro par jour. La majorité des Philippins qui ont prêté allégeance à l'État islamique ne l'ont pas fait pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons économiques. Les terroristes ont recruté beaucoup de combattants sur les rives du lac Lanao au sud de Marawi. Des familles entières ont fait le choix du drapeau noir. Impossible de connaître leur véritable identité, ni de les rencontrer chez elles. Elles ont honte de leur passé et se cachent par peur de représailles. Angelo, Namraïda et leur fils Alnor de 13 ans étaient commerçants quand la guerre a commencé. On a rejoint l'État islamique en 2017. Ils avaient promis à mon mari de rembourser nos dettes si on les suivait. À l'époque, on devait plus de 15 000 € à nos fournisseurs. Avec eux, on passait nos journées à prier et à s'entraîner avec des armes. Tout ça pour rien. Oui. Quand on a réalisé qu'ils n'avaient pas l'intention de rembourser nos dettes, on a décidé de se rendre à l'armée. On n'a jamais rien touché, pas un peso. J'aimerais remonter un commerce pour pouvoir nourrir ma famille. Mais c'est impossible. Je suis obligé de me cacher. Parce que si mes anciens fournisseurs ou des gens de Daesh me retrouvent, je suis mort. Moi, j'aimerais finir mes études et devenir militaire pour combattre les terroristes. Pour recruter, les djihadistes ont aussi profité du manque d'éducation et de la crédulité d'une partie de la population de Marawi. Abdullah, 16 ans, s'est retrouvé dans les rangs de l'État islamique sans le savoir, un mois avant le début des combats. Petite main de Daesh, il n'encourt aucune sanction pénale. C'est le seul qui accepte de témoigner à visage découvert. Allez-vous-en. Ne restez pas là. Mon oncle Faisal m'a envoyé à Marawi pour apprendre l'arabe. Mais quand je suis arrivé, j'ai compris que je n'allais pas étudier. C'était l'État islamique. Un des hommes en noir m'a dit que mon oncle m'avait vendu pour 400 €.
Ils m'ont emmené dans un camp d'entraînement à Piagapo. Je suis resté là 15 jours pour apprendre à combattre. Et une nuit, à 2 heures du matin, j'ai fait semblant d'aller aux toilettes et je me suis échappé quand tout le monde dormait. Aujourd'hui, Abdullah est libre, mais tous ses anciens camarades de camp sont morts. Il vit depuis 2 ans sous le même toit que son oncle Faisal, qu'il a vendu à Daesh. Le temps lui a permis de pardonner. Voilà, c'est ici qu'on vit. Par là, il y a une petite cuisine et ça, c'est le coin d'Abdullah. Mais Faisal n'a pas vendu que son neveu. Il a aussi vendu son propre fils aux terroristes. Un jour, des gens bien habillés sont venus chez moi. Ils m'ont proposé de l'argent pour que j'accepte d'envoyer mon fils et mon neveu étudier à l'étranger. J'ai donné mon accord, mais je ne savais pas que c'était des hommes de Daesh. Ils m'ont donné 800 €, 400 pour mon fils et 400 pour mon neveu. Quelques semaines plus tard, un ami m'a appelé pour dire qu'ils avaient été enrôlés dans l'État islamique. Je n'ai rien dit à ma femme parce que j'avais honte. Faisal affirme avoir été trompé, mais son sourire crispé sème le doute. Ashlia, sa femme, a été mise devant le fait accompli. Elle a même quitté le domicile conjugal pendant 1 an, avant de revenir et de lui pardonner. Il ne m'a pas dit qu'il les avait vendus. Mais c'était trop tard, il avait accepté l'argent. Mon fils Kahir était petit, il n'avait que 10 ans. Quand on a appris qu'il combattait dans Marawi, on a paniqué. Il y avait des fusillades et des bombardements partout. 2 semaines après le début du siège, j'ai rejoint des sauveteurs qui étaient avec l'armée et j'ai retrouvé mon fils Kahir qui se cachait. Il était complètement hébété. Son regard était vide. Quand il est revenu, il avait peur du moindre bruit. Il se cachait dans un coin pour pleurer. On ne savait plus quoi faire. Il pleurait sans cesse. Il entendait encore des fusillades et des explosions. Il ne se remettait pas du choc qu'il avait subi. Il a complètement arrêté de manger. Et il en est mort. Si beaucoup de repentis ont été manipulés par l'État islamique, d'autres ont rejoint le mouvement de leur plein gré pour faire le djihad. C'est l'histoire de Faïda, une ancienne recruteuse de Daesh. Elle n'a que 18 ans, mais c'est une criminelle de guerre. Pour 350 € par mois, elle a envoyé des dizaines d'hommes à la mort. Aujourd'hui, elle sait qu'elle risque la prison à vie et refuse de se rendre à l'armée. Elle accepte de témoigner parce qu'elle espère être entendue par la jeunesse de Marawi. Je suis restée 1 an dans les rangs de l'État islamique. J'ai d'abord recruté dans mon entourage, mais quand je ne connaissais pas les gens, j'essayais de me lier d'amitié avec eux. J'essayais de gagner leur confiance. Ensuite, je leur parlais de notre organisation. Je leur expliquais que nous nous battions pour l'islam et les droits des musulmans. En tout, j'ai recruté une trentaine de combattants. Au début, je leur proposais 175 €, mais quand le siège a commencé, c'est monté à plus de 400 €. Je pensais vraiment que je faisais quelque chose de bien.
Je regrette d'avoir fait ça. La honte et la disgrâce sont tombées sur ma famille et mes proches. J'ai peur d'aller en prison. Je suis trop jeune pour ça. J'aimerais reprendre mes études. J'aimerais reprendre mes études et pouvoir les finir. Aujourd'hui, une rancune tenace habite Marawi. Les habitants en veulent à ces repentis qui ont tué leurs propres frères et sali leur religion. Ils ne font pas la différence entre ceux qui ont rejoint les terroristes volontairement et ceux qui ont été abusés ou manipulés. Dans cette partie du sud-est asiatique, contrairement à l'Irak ou à la Syrie, Daesh n'a jamais pu appuyer sa conquête sur une adhésion populaire. Aux Philippines, les musulmans sont minoritaires. Ils ne représentent que 4% de la population de ce pays à majorité catholique. Haji Haroun, l'imam d'une des rares mosquées de la ville à avoir été épargnée par les combats, parle au nom de ses fidèles. Les hommes en noir. Ils ont détruit notre pays et notre ville. Ils ont tué leurs semblables. Ils les ont décapités. Ils ont même décapité des policiers et des militaires. Je ne peux pas leur pardonner. Impossible. Nous ne leur pardonnerons jamais pour toutes les souffrances que nous avons endurées jusqu'à aujourd'hui. L'État philippin, lui, cherche à tout prix à éviter un nouveau bain de sang. Derrière le président Duterte, le gouvernement prône l'apaisement et la réconciliation nationale. En échange de leur liberté, l'armée recrute des anciens hauts gradés de Daesh pour obtenir des renseignements. Ivan a rejoint Daesh par idéologie, mais il s'est rendu il y a 6 mois. Il était le bras droit d'Abu Dar, le chef de l'État islamique en Asie du Sud-Est, dont la tête était mise à prix 100 000 euros. Lui, c'était notre leader, Abu Dar. Il me considérait comme son fils. J'étais son protecteur, son garde du corps. Je l'accompagnais partout. En mars dernier, Abu Dar a été tué grâce aux informations fournies par Ivan. Il parle pour la première fois. J'ai été recruté le 10 juillet 2018. Daesh voulait former de nouveaux combattants pour continuer la lutte contre l'armée philippine. J'ai mis 2 mois à me faire accepter. Et puis je suis devenu le bras droit d'Abu Dar. Il me donnait de l'argent pour la logistique, pour acheter de la nourriture et des armes. Mon lit était à côté du sien. Mais on se cachait. On ne mangeait pas assez. On était dévorés par les moustiques et on avait froid. Alors un jour, avec 3 autres combattants, on a décidé de s'enfuir. J'ai décidé d'aider l'armée parce qu'il y avait eu trop de victimes innocentes. J'ai guidé les militaires jusqu'à notre campement. Il était perdu là-haut, très loin, dans la montagne. Quand on est arrivé, il n'y avait personne. Alors on a suivi leurs traces et on les a retrouvés dans un village voisin. Il y a eu des échanges de tirs et Abu Dar a été tué. Si l'État islamique apprenait ce que je fais maintenant, il me tuerait. Mais pas avec des balles. Il me découperait à la machette. Personne ne sait si Ivan a touché la récompense de 100 000 euros. Aujourd'hui, 1600 repentis se sont rendus. Ceux qui le souhaitent participent à un programme de réinsertion sociale et économique lancé il y a 1 an et supervisé par l'armée.
Dans le village de Ramain, à 8 km de Marawi, les champs ont remplacé les ruines. Ici, des anciens de Daesh et leurs familles suivent le Peace Crops Programme, littéralement le programme des plantations de la paix. Quelques semaines au vert pour oublier l'État islamique. Qu'est-ce que vous êtes en train de planter? Ah, les jeunes pousses. C'est des haricots? Ce sont des haricots longs comme là-bas? Oui. Vous connaissez le bon espacement pour cette plante? Oui, là, il n'est pas bon. Regardez là, il y en a trop. C'est de ranger, ça va, mais il ne faut rien semer au milieu. Si vous regardez le profil de ceux qui ont été recrutés par l'État islamique, vous verrez que la plupart d'entre eux sont des fermiers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous n'avez pas de système d'irrigation, si vous n'avez pas la technique et les compétences pour cultiver, ce sera très tentant pour vous de rejoindre l'État islamique qui fait beaucoup de promesses financières. Ce que nous essayons de faire ici, c'est renforcer la cohésion sociale et le pouvoir économique de ces communautés dans les zones de conflit pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins quotidiens. En leur apprenant à cultiver correctement, nous réduisons le risque qu'ils soient recrutés en échange de nourriture ou d'argent. Passez-moi un bâton. Regardez, on divise en 5 parties égales. Les écarts ne doivent pas être trop grands ni trop rapprochés. Vous déposez les graines une par une en ligne. C'est pas grave hein, si vous en mettez beaucoup. Il faut laisser 2,5 cm entre chaque graine. Ok, vous avez compris? Vous allez semer plus vite, mais il faudra faire plus attention aux racines. Il existe 3 fermes comme celle-ci dans les environs de Marawi. Au total, une centaine de repentis et leurs familles viennent chaque jour entre 5h et 9h du matin, avant que les températures ne deviennent intenables. Le dernier djihadiste à avoir rejoint ce programme s'appelle Alex. Il n'est là que depuis une semaine. Alex est un ancien combattant de Daesh. Il fait partie de ceux qui ont tenu le siège de Marawi en 2017. Il s'est rendu, mais un de ses fils a été tué dans la bataille. J'ai 6 enfants. J'ai rejoint l'État islamique parce qu'on n'avait pas de quoi vivre avant. Aujourd'hui, je regrette. Ça n'a mené à rien. Et ça a détruit ma vie. Travailler la terre avec les autres, ça m'aide à ne pas penser à de mauvaises choses. J'espère qu'à l'avenir, je pourrai offrir une vie meilleure et plus heureuse à ma famille. Tous les repentis de Daesh rêvent d'un nouvel avenir, d'une nouvelle vie, après avoir commis l'irréparable. Mais dans les décombres de Marawi, les fantômes de leurs victimes rôdent toujours. Et la lenteur de la reconstruction de la ville risque de faire le lit des islamistes. De l'autre côté du lac Lanao, on raconte qu'aujourd'hui des familles se voient proposer jusqu'à 3 000 € pour rejoindre Daesh.